On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission aujourd'hui entièrement dédiée aux candidats de la Coalition Avenir Québec dans les comtés de Saint-Jean et Iberville. Hier, on vous présentait les candidats du Parti libéral dans Saint-Jean et Iberville. Aujourd'hui, on vous présente Serge Tremblay, qui est candidat de la CAQ dans Saint-Jean. Mais d'abord, on commence par la candidate de la CAQ dans Iberville. C'est pour elle une deuxième expérience électorale et j'ai nommé Claire Sanson. Élection générale au Québec lundi prochain, le 7 avril. On le sait, ça fait à peine 18 mois qu'on était conviés aux urnes. On y retourne une autre fois. Et à nouveau, on vous présente les candidats dans les comtés de Saint-Jean et d'Iberville. Cette fois, c'est au tour de Claire Sanson qui représente la CAQ, la Coalition Avenir Québec dans Iberville pour une deuxième fois. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. En quoi cette campagne est-il différente de celle que vous avez vécue il y a à peine un an et demi? Il n'y a pas tant de différence que ça. On a peut-être eu moins la chance de parler des enjeux locaux qu'on l'a eu à la dernière élection, parce qu'il y a eu toutes sortes de tournants à cette campagne-là, un bout sur l'honnêteté, un bout sur la charte, un bout sur le référendum. Il y a beaucoup de sujets, à mon avis, qui ont été un peu escamotés, si on pense à l'éducation, à l'environnement, la culture. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été moins approfondies, je dirais. Bon, les chaînes d'infos continues font en sorte que la couverture électorale est très, très axée sur les chefs, les caravanes, la déclaration du jour, la réplique de l'autre, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, on évacue un peu les candidats locaux. Bon, nous, c'est notre mandat de les présenter puis de les questionner aussi à la population qui nous regarde. Quelle est l'appréciation que vous avez jusqu'à présent de cette campagne électorale que vous vivez là, et que les gens voient à tous les jours là, dans leur téléviseur? Bon, bien, premièrement, nous, on n'est pas des bons juges parce qu'on en consomme des médias bien plus que la majorité des citoyens. Là, nous, on commence le matin, on épluche tous les journaux, on regarde tous les bulletins de nouvelles, on est branché, on est dans notre voiture, on écoute. Donc, on est surexposé. Donc, c'est difficile de juger parce que vraiment, là, on a tout vu. Quand vous rencontrez les électeurs sur le terrain, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, est-ce que c'est la possible ou la pseudo-souveraineté? Est-ce que c'est la charte? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'éducation? C'est quoi qui préoccupe les gens que vous rencontrez? Moi, je vous dirais principalement trois choses, je vous dirais. Premièrement, les gens ont peur d'un autre référendum, ils n'en veulent pas. Ça revient continuellement et ils sont là de ces chicanes-là de libéraux et péquistes depuis longtemps. Ils ne veulent plus en entendre parler. Ça revient. Les taxes. Ça, j'en entends beaucoup parler. Il faut dire qu'on est le seul parti qui avons proposé une réduction de taxes. Donc, les gens m'en parlent beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Et l'accès aux services. Que ce soit aux services de santé, aux services de garderie. Je pense, j'étais à Marieville. Il y a un médecin à Marieville pour une population de 10 000 habitants. Ça ne fait pas de sens. J'étais à Saint-Césaire et là, j'apprenais que... Non, à Saint-Grégoire, pardon, au Mont-Saint-Grégoire. Et là, il y a Saint-Grégoire, là, depuis les 3 dernières attributions des places en CPE, ça a été 0. Donc, il y a des mères de famille, et j'en ai rencontré une, qui part le matin, qui vient conduire son enfant à Saint-Jean et qui retourne travailler à Saint-Hyacinthe. Parce qu'ils ont comme été oubliés dans le lot. Donc, l'accès aux services, cette dame-là, elle paye autant d'impôts qu'une dame de Montréal ou de Québec ou de Saint-Jean. Quel est le bilan que vous tracez du gouvernement péquiste des 18 derniers mois? Moi, je vous dirais qu'ils ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait grand-chose. On s'est enfargé dans la charte bien inutilement. Ça aurait pu être réglé, la charte, il y a très longtemps. On est arrivé avec une proposition de compromis qui était raisonnable, qui aurait apporté toute la protection qu'on souhaite apporter à notre culture et à nos habitudes de vie, nos us et coutumes. Mais ils ont choisi ils ne voulaient pas le régler, dans le fond, le dossier. Ils voulaient en faire un enjeu électoral. Et puis, leur plan n'a pas tellement marché parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Localement, quel est le bilan que vous tracez du travail de la députée péquiste Marie Bouillé dans Iberville? Moi, je n'ai pas fait d'évaluation du travail de Marie Bouillé. Ça, c'est à son parti de le faire, là. J'ai vu certainement
Bon, naturellement, moi, j'ai rencontré tous les élus municipaux puis les autorités municipales en place. Il y a des besoins auxquels on n'a pas répondu. Ils veulent travailler plus étroitement avec la députée. Et moi, c'était mon plan d'entrée de jeu. J'ai dit que je voulais travailler très étroitement avec les élus municipaux. Parce que quand on est député puis qu'on est 3 jours et demi à Québec, et si en plus on a une charge de ministère, là, il faut passer 1 journée par semaine dans le bureau du ministère à Montréal. Donc, c'est pas vrai qu'à 2 jours par semaine, là, on peut prétendre couvrir la grandeur du territoire d'Iberville, puis être au fait de tous les enjeux de toutes les municipalités. Ce serait mentir, c'est impossible. Donc, il faut se réseauter avec les gens qui sont en première ligne. Et les gens qui sont en première ligne, ce sont les élus municipaux. Eux, ils les rencontrent tous les jours, leurs élus. Et les priorités de leur comté, ils les connaissent. Quels sont les enjeux locaux? Bon, mis à part les enjeux nationaux, santé, éducation, mais localement, de par les discussions que vous avez eues d'ailleurs avec les différentes municipalités, pour vous, c'est quoi les enjeux locaux dans Iberville? Bien, naturellement, il y a les travaux de la 35 qui est prioritaire et ça tombe assez bien parce que nous, avec le projet Saint-Laurent, il est évident que l'achèvement de la 35, ça va devenir important. C'est un axe privilégié avec les États-Unis. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Il y a ça. J'ai entendu dans beaucoup de municipalités des maires puis des directeurs généraux de municipalités me dire « Écoutez, Mme Sanson, c'est rendu tellement difficile d'avoir accès à un programme provincial avec la paperasse, puis les rapports, puis les 3 fois on demande le même rapport sur des feuilles de grandeur différentes, que finalement, on a renoncé. » C'est incroyable de penser que des élus qui représentent les Québécois, dont on gère le portefeuille, sont découragés de faire affaire avec l'appareil de l'État. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Bon, souvent, votre chef, M. Legault, vous identifie comme étant la porte-parole en matière de culture au niveau national. On n'a pas parlé de culture durant cette campagne électorale. Non, moi, en tout cas, à date, j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est quoi les enjeux en culture au Québec? Bien, il y en a plusieurs. Un, puis là, quand est-ce qu'on est diffusé, nous? On est diffusé jeudi soir. Ah, vous allez presque avoir un scoop. Moi, c'est pas compliqué. D'abord, toutes les branches de la culture, les programmes, doivent être revus et corrigés pour nous assurer qu'ils sont en lien puis qu'ils sont arrimés avec la réalité du 21e siècle. Avec l'ère numérique, on sait qu'il y a des problèmes majeurs au niveau des gens de la musique, de l'édition. Donc, il faut s'assurer que les programmes de l'État sont dans les faits bien proches de la réalité d'aujourd'hui et non pas des réalités des années 80 et 90. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a un gros défi pour s'assurer qu'on optimise les relations entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Plus nos jeunes seront exposés à la culture québécoise en jeune âge, plus ils seront aptes à la consommer, à la critiquer et à y participer en vieillissant. Donc, il y a lieu d'améliorer ça certainement. Et notre troisième point, je pense que tant les libéraux que le Parti québécois ont délaissé totalement Télé-Québec. Télé-Québec qui est un actif dormant. Son financement n'a pas été mis à jour depuis 1986 ou 1987, je crois, bien que Télé-Québec doit assumer à chaque année l'augmentation des coûts. Et croyez-moi, les émissions de télévision, je le sais, je suis président de l'Association des producteurs, une émission de télévision en 2014, ça ne coûte pas le même prix qu'en 1984. C'est évident. Alors, deuxièmement, Télé-Québec pourrait être un carrefour beaucoup plus important pour la distribution de la culture. Et un des exemples que j'ai donné, c'était le théâtre Le Diamant à Québec, où on a dit, pour nous, ce ne serait pas nécessairement une priorité. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est que ce projet-là demandait 30 millions de l'argent des contribuables québécois. C'est beaucoup d'argent, 30 millions. Et si on faisait le tour de tous les détenteurs d'intérêts de l'industrie de la culture, là, des industries et des organisations culturelles, là,
Tout le monde aura des bonnes idées de ce qu'on peut faire avec 30 millions, mais la vraie question que nous, on va se poser, c'est est-ce que ce 30 millions-là, dans ce projet-là, était utilisé d'une façon optimale pour supporter nos créateurs et rendre la culture québécoise plus accessible au plus grand nombre? En finalité, quand on regarde cette campagne électorale, on a les partis traditionnels, le Parti libéral, le Parti québécois, qui, grosso modo, prônent ce que moi j'appelle le changement, mais dans la continuité, sans que ça fasse mal. Oui. L'impression qu'on a parfois quand on écoute, soit à l'époque de la DQ ou avec la CAQ, avec M. Legault aujourd'hui, c'est qu'on nous parle de refonte, de revoir les structures. Oui. Et ça, parfois, ça peut faire peur à une partie de l'électorat qui ne veut pas qu'on se ramasse avec des conflits, puis des lock-outs, puis des grèves, puis bon. Est-ce que les Québécois sont prêts à se faire dire les vraies affaires? Est-ce qu'ils sont réceptifs au fait que l'État québécois a besoin d'une refonte en profondeur, telle que le propose la coalition? Oui, moi je pense que oui, puis on le voit dans la réaction des gens qui nous abordent. Oui, je pense que oui, les gens sont bien conscients que le monde change et que justement la CAQ est un parti qui n'a pas de vieilles habitudes ou de mauvaises vieilles habitudes. Nous, on est prêts à regarder tout ce qui se fait, ce qui est bon. On le sait que c'est important. On le sait, comme dans un comté comme Iberville, qu'on doit maintenir le support et l'appui aux entreprises et aux producteurs agricoles. On le sait. On va pas chambarder ça. Et ce n'est pas une révolution qu'on propose. C'est une mise à jour, un regard neuf sur les organisations puis les systèmes, une simplification des systèmes, un abaissement des coûts de la structure, de couche par-dessus couche par-dessus couche qu'on a imposé et qu'on a payé pendant des années. Il est temps qu'on en remette un peu aux contribuables. C'est leur argent. Claire Sanson, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance et bonne fin de campagne. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit votre collègue de la CAQ dans le comté de Saint-Jean, M. Serge Tremblay. Il y a quelques instants, on recevait Claire Sanson, qui est candidate à nouveau pour la CAQ dans le comté d'Iberville. Cette fois, lui, c'est sa première campagne électorale. Serge Tremblay, candidat de la Coalition Avenir Québec dans Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Comment se vit l'expérience? Ça fait 3 semaines? Ça fait 3 semaines et c'est une excellente expérience. J'adore le comté, j'adore les gens. Qu'est-ce qui vous surprend? L'aspect humain d'une campagne électorale, le contact qu'on a avec les gens qui expriment leurs besoins, leurs intérêts. C'est vraiment une démarche complètement, peut-être pas différente à ce que j'attendais, mais c'est de voir, de connaître pourtant je venais souvent, il y a des commerces que je ne connaissais pas, plein d'activités, c'est une très belle expérience. Au niveau national, les partis tentent d'imposer l'agenda, les médias aussi tentent d'imposer le leur parce qu'on est dans action-réaction, mais ici, localement, vous parlez de contact avec les électeurs. C'est quoi les enjeux des électeurs? C'est quoi leurs préoccupations? Qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain? Bien, il est clair que c'est une question qui rejoint quand même des enjeux de la coalition. Il est clair que la taxation, l'impôt, tout ce qui peut être des gens, entre guillemets, qui mentent, ils sont tannés d'entendre des gens qui leur ont menti, ils sont tannés de voir la boue que les plus vieux partis s'envoient. Évidemment, il y a d'autres enjeux qui sont aussi, les personnes âgées ou plus âgées qui trouvent que leurs revenus n'augmentent pas suffisamment alors que leur propriété augmente beaucoup. Les cultivateurs, c'est la même chose. Donc, ce sont des situations qui se jouent aussi au niveau national. Bon, le décrochage scolaire, j'ai rencontré plusieurs jeunes. Au niveau de la Saint-Vincent-de-Paul, tout l'aide pour accompagner le bénévolat qui se fait dans cette association-là, c'est exceptionnel. Donc, il y a plein d'activités qui gravitent autour pour faire une société, entre guillemets, civilisée. Est-ce que les gens sont prêts à entendre
la vraie vérité. Je dis ça parce que je réfère, disons, en 93, quand Kim Campbell était à la tête du Parti conservateur, et elle disait à tout le monde, là, il faut faire le déficit zéro. Et tout le monde a eu peur, finalement, et elle a été battue, et pourtant, c'est le Parti libéral, avec Paul Martin, qui a atteint le déficit zéro. Le discours de la CAQ est porté beaucoup sur les taxes, sur les impôts, la réduction de la taille de l'État, réorganisation, revoir les structures. Est-ce que c'est un discours qui est payant ou est-ce que c'est un discours qui fait peur à l'électorat? C'est le discours pourquoi je fais cette campagne-ci. Je n'avais jamais fait de politique. Je pense que les gens sont mûrs pour entendre un discours éclairé et entendre la vérité. Et nous avons une société extrêmement endettée pour laquelle je voyais encore aujourd'hui un nouveau, comment on appelle ça, un peu comme Youpi, une mascotte là, de Joe Dette qui va se promener partout pour sensibiliser davantage. Donc, le fardeau fiscal, le fardeau de la dette est énorme et qui va la payer? C'est pas nécessairement moi, mais c'est beaucoup plus ma fille et mes petits-enfants et ça s'applique partout. Donc, on peut reporter l'échéance, mais je pense qu'on peut l'adresser maintenant et faire un choix approprié, à savoir que ce soit bonnet blanc ou blanc bonnet, les gens, et plusieurs l'ont exprimé, souhaitaient avoir effectivement un changement. Mais je vous concède qu'il y a un bloc dur, j'ai fait plusieurs débats, il y a des nationalistes qui veulent un pays qui en rêve et qui sont quasiment en transe, ce qui est bien, et il y a d'autres personnes pour qui, dans leur génétique, leur ADN, sont libérales. Donc, c'est vraiment le bipartisme là, qui existe. Mais il demeure, tous les sondages le démontrent, qu'il y a un taux important de personnes qui adhèrent à la plateforme de la coalition. Et il va y avoir encore, dans les quelques jours qui nous restent, beaucoup de personnes à convaincre parce qu'on sait qu'effectivement, dans les derniers moments, il y a des gens qui prennent une décision finale, c'est-à-dire votent en fonction de la dernière influence qu'ils ont eue. Bon, une élection, c'est souvent le moment aussi de tracer le bilan du gouvernement sortant. Bon, il était là, il était minoritaire et à peine 18 mois, mais pour vous, candidat de la CAQ, quel est le bilan que vous tracez du Parti québécois des 18 derniers mois? J'ai de la misère à l'arrêter à 18 derniers mois. Je veux dire, ça a été plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues, que ce soit au niveau de la taxe de santé, des taxes scolaires, que ce soit au niveau des frais de garde. On voit des taux d'électricité qui aujourd'hui, le 1er avril, augmentent de façon démesurée. Donc, il y a plusieurs promesses qui ont été faites. Si je rajoute à ça qu'on avait promis aussi qu'on aurait toujours des élections à date fixe et on voit ce qui est arrivé, on aurait pu le moduler, ça n'a pas été modulé. Donc, mais si on retourne en arrière, bien, c'est sûr qu'il y avait des promesses qui n'avaient pas été tenues au niveau du Parti libéral. Donc, c'est un peu la même continuité qui est apparue dans les 18 derniers mois. Bon, quel est le bilan que vous tracez du député sortant, Dave Turcotte, du Parti québécois dans Saint-Jean, en regard avec les enjeux locaux? Disons que l'expérience que j'ai eue avec M. Turcotte, dans mes fonctions antérieures au niveau de l'adaptation de la main-d'œuvre en aérospatiale, j'avais demandé une rencontre que j'ai finalement obtenue. Je lui ai fait part de collaborations qu'on pouvait faire avec le Cégep et la commission scolaire, avec les écoles nationales que sont à Saint-Hubert et à Montréal au niveau des métiers et des techniques. Je n'ai jamais eu de retour d'appel. Donc, est-ce qu'il livre la marchandise dans les autres dossiers? Est-ce que c'est lui ou d'autres? Je ne sais pas. Mais personnellement, professionnellement, je ne pense pas qu'il ait livré la marchandise par rapport à des ententes qu'on aurait pu développer. Pour vous, quels sont les enjeux dans le comté de Saint-Jean, qui est un comté très urbain, mis à part Saint-Blaise, qui est dans le même comté, mais sinon, on est dans la partie du Vieux-Saint-Jean, le Vieux-Saint-Luc et le Vieux-Lacadie, dans les anciennes villes avant la fusion. Pour vous, c'est quoi les enjeux sur ce territoire-là? Bien, ils sont effectivement de la densification, on a de la pauvreté, on a effectivement à s'assurer d'attirer, de maintenir les emplois qu'on a déjà, d'en attirer. On a tout le vieillissement de la population, les services de santé. Ce sont les problèmes, puis évidemment on peut parler de l'autoroute puis du pont et tout, qui sont des immenses infrastructures qu'il va falloir effectivement donner suite et le plus rapidement possible. Est-ce que les gens connaissent bien les programmes électoraux et connaissent bien le programme de la Coalition Avenir Québec? J'aimerais dire oui, mais je pense que non. Effectivement, ce n'est pas un nom qui a été accrocheur. C'est un programme qui ne promet rien de spectaculaire. Je ne viens de pas vous promettre le pont, ni l'autoroute, ni rien. On ne promet pas. On va tout faire en fonction de la marge de manœuvre qu'on va
dégager. Il est important de réduire le fardeau fiscal de la famille particulièrement et effectivement être capable de réinjecter ça à l'intérieur des différents programmes pour faire, entre autres, ce qu'on appelle le développement de la vallée du Saint-Laurent, où on souhaite effectivement développer un pôle de haute technologie relié à ce qui existe déjà, particulièrement aussi l'aéroport, mais aussi les autres volets, donc tout ce qui est la logistique et le transport. Si je reviens à la refonte, disons, de l'organisation de l'État, c'est souvent la marotte de M. Legault, l'abolition des commissions scolaires, l'abolition des agences de la santé. Souvent, c'est très accrocheur. À la limite, certains diront que c'est peut-être de la pensée magique. Mais si on abolit ces structures-là, on les remplace par quoi? Et c'est là qu'il faut voir. J'arrive d'un secteur en aérospatial où l'efficacité est un critère. Puis l'efficacité, ça ne veut pas dire que les gens courent et se démènent comme des déchaînés dans ces entreprises-là. On travaille plus intelligemment et continuellement, on améliore comment mieux travailler ce qu'on fait déjà. Ce principe-là, qui est du gros bon sens, devrait aussi s'appliquer. Et quand on promet des programmes et on rajoute des programmes, on rajoute des agences, on rajoute des mécanismes, on rajoute des formulaires, on rajoute de la paperasse. En arrière de la paperasse, il y a du monde qui perd du temps pour le remplir, donc le faire remplir par un comptable ou d'autres. Je veux dire, il y a plein d'activités où, effectivement, on peut très bien, ce qu'on appelle le lean manufacturing, c'est-à-dire regarder à faire beaucoup plus intelligemment ce qu'on fait déjà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici lundi prochain? Rencontrer des gens, expliquer, me faire connaître et expliquer davantage et répondre aux questions des citoyens. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'indécis, selon vous? Je pense que oui, définitivement. Et c'est un peu particulier parce que je rencontre des gens et qui me disent, genre confidentiellement, en sortant d'un pôle, qu'ils ont voté pour moi, mais c'est comme pour ne pas le crier trop fort, ou d'autres qui me font la confidence, je vais voter pour toi, sans que d'autres l'entendent. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans une démarche de voter pour la coalition et je dois les accompagner le plus possible, le plus grand nombre possible jusqu'au 7. Le contexte a beaucoup changé au Québec au fil des ans. Le bipartisme auquel on est habitué n'existe plus, même à Ottawa, où le visage a beaucoup changé. Évidemment, ça nous occasionne parfois des gouvernements minoritaires. Et ça agace un peu les gens. Et le risque d'avoir un gouvernement minoritaire à nouveau est toujours palpable, peu importe la couleur du parti politique. Est-ce que ça ne vient pas aussi accentuer un peu le cynisme que les gens deviennent un peu apathiques avec le temps? Les gens se disent, qu'est-ce que ça donne au fond? C'est du pareil au même. On va encore avoir un gouvernement minoritaire. On va être pris pour aller voter encore dans 18 mois. On dirait qu'on n'arrive jamais vraiment à bout parce que le vote est tellement fragmenté que c'est difficile pour les citoyens d'aller dans une direction ou d'aller dans une autre direction. Vous avez peut-être raison, mais ce que j'entends du cynisme dans Saint-Jean, c'est beaucoup plus sur le fait des promesses non tenues et effectivement des abus au niveau de l'intégrité. Et ça amène le cynisme des citoyens de dire « je vais aller voter encore pour quelqu'un qui va prendre dans ma poche », pour ne pas dire qu'il va me voler. Mais ça doit être dur de faire une campagne électorale sans faire de promesses comme telles. Regardez aujourd'hui la liste d'épicerie du maire Fecteau, pour qui, évidemment, le pont Gouin est un enjeu majeur. Mais en même temps, si demain matin, vous êtes député de Saint-Jean, c'est clair que le maire va être après vous pour avoir son pont. Ça va me faire plaisir, je l'ai déjà rencontré, puis je vais travailler pour qu'on ait un pont. Mais il est clair qu'au niveau d'une société, au même titre qu'une famille, il y a un budget. Et dans ce budget-là, on se doit de faire une planification avec des priorités. Maintenant, si le budget n'augmente pas et on ne souhaite pas augmenter les taxes, il faut regarder qu'est-ce qu'on consomme et comment on le consomme et être capable de mieux l'adresser. Et ça, je pense que de plus en plus des Québécois sont prêts à entendre ça. Un gouvernement de la CAQ, est-ce que ça va faire mal? Je ne pense pas que ça va faire mal. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'un régime alimentaire peut être un peu difficile. Il y a des régimes qui permettent de mieux s'accompagner pour une diète. Je pense qu'on va prendre la deuxième, à savoir qu'on va bien s'accompagner pour avoir une diète. Il n'est pas question de prendre un couteau et de sabrer dans toutes choses. Je pense qu'on met des gens autour de la table, on revoit les priorités, on regarde comment mieux travailler ensemble. J'ai toujours travaillé comme ça au niveau de l'aérospatiale avec des universités, des entreprises, des cégeps et tout. Donc, c'est une approche qui est gagnante. M. Tremblay, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne chance à vous. Vous êtes bien aimable. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
sais pas si vous connaissez l'application Transit. C'est une application que vous pouvez télécharger sur vos iPhones ou si vous avez des téléphones Android. C'est une application qui vous permet de voir un peu l'horaire des autobus, même l'horaire du métro et tout ça. Et là, on vient d'ajouter une fonction intéressante, c'est l'horaire des circuits urbains sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est également disponible via cette application. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le titre de l'émission qui, à chaque semaine, vous présente un résumé des travaux du conseil municipal. C'est présenté, en fait, la diffusion à partir du mercredi, les jours suivants. Et en fait, on vous résume l'équivalent d'un conseil. Il y a un conseil le premier puis le troisième lundi de chaque mois. Avec un conseil, on fait à peu près 2 émissions qu'on vous présente, évidemment, les mercredis suivants. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Il y a une trentaine de points de vente sur le territoire qu'on dessert, donc principalement les MRC au Richelieu et Hérouville, mais également tout le territoire de Farnham, également Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias. Pour connaître d'ailleurs la liste des détaillants, vous allez sur le site Internet de la télé, tvhr9.com, puis vous allez pouvoir obtenir la liste. Également, on vous dit que Télévision du Richelieu, c'est maintenant situé au 145 rue Richelieu. Vous avez les coordonnées postales, téléphoniques. Pour me joindre directement par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez notre site Internet également pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Et on vous invite également à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous, c'est demain. On reçoit les candidats du Parti québécois. À demain.